Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Connais-toi toi-même, qu'est-ce que cela veut dire philosophiquement? La maxime Connais-toi toi-même est attribuée à différents auteurs par diverses sources. Elle se trouve cependant toujours reliée à ce que la tradition grecque nomme les sept sages, sept personnalités aux aspects légendaires issus de différentes régions de la Grèce du 7e et 16e avant notre ère est connu pour leurs paroles au sensorité proverbiale. En grec, la formule connais-toi, toi-même s'écrit retour à soi-même, à toi-même. Elle a trouvé une traduction latine qui, elle aussi, fut fortune. Nos tu ipsum. D'après le témoignage dont nous disposons, cette formule était gravée quelque part dans le temple d'Apollon à Delphes, où les Grecs venaient d'écouter les oracles de la Pythie, à côté d'une autre formule de la tradition de sept sages, rien de trop. Cependant, comme le note Jean Bosquet, né en 1932, le gnotisouton était une maxime tombée de l'époque de Socrate, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère. Et plus encore, après lui, dans le domaine public, est affiché au gymnase à l'usage de jeunes gens qui venaient à exercer leur corps et leur esprit. Les Grecs aimaient en fait parsemer le lieu public de formules de sagesse. On peut penser par exemple au fameux que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, s'inscrit à l'entrée de l'académie par Platon. Cette formule connaît une grande fortune et on la retrouve tout au long de l'histoire du pensée occidental. Le premier à en voir fut un objet constant de sa méditation est Platon. 427, 348 avant notre ère. Elle est explicitement présente dans plusieurs de ses dialogues. La Cypiède, 124, B, le Charmide, 164 CD, le Phèdre, 230 AB, le Philabe, 48 CD. Les stoïciens et les néo-platonicien l'a commenté amplement, puis elle passera en terre chrétienne et s'y maintiendra. On peut noter par exemple sa présence toute particulière au 7e siècle dans un contexte humaniste et renaissant de retour aux antiques. Dans cette intervention, nous nous concentrerons sur ces interprétations antiques les plus classiques. Connais-toi toi-même, explication traditionnelle, premièrement. Connais-toi toi-même et au sens originaire un appel à la mesure. Se connaître soi-même, se connaître sa nature mortelle et ses limites, c'est l'une des grandes leçons de premier texte de la littérature grecque. Il faut se garder à la de mesure. L'homme doit demeurer dans les limites de ce qui est humain et ne pas chercher à devenir un Dieu. Se connaître soi-même, c'est ainsi se savoir homme et ne pas chercher à être plus que cela. Celui qui connaît ses limites pense et agit droitement et opportunément, ce que le grec désigne d'un verbe au sens profond et riche. Substantiver ce verbe dans le terme phronosis, qui est l'objet d'un dialogue de Platon. La charmide ou la maxime delphique est d'ailleurs commentée.
Il devient la vertu centrale de l'éthique aristotélicienne, souvent traduite par le terme prudence. Un exemple parmi d'autres de mesures où méconnaissance de ses limites nous est fournie par Crion, roi de Thébès, oncle de Antigone. Esmane était oncle et Polynice, les enfants d'Édipe et de Jocaste, qui refusent toute sculpture à son neveu Polynice et finit par condamner à une mort horrible sa nièce Antigone, après que celle-ci a bravé son interdit, entraîné au-delà de bornes humaines, criant a oublié le Dieu et leur loi. Il ne peut que sombrer dans le malheur. Son fils, aimant d'Antigone, se suicide puis sa femme. Ainsi, le chœur tragique conclut l'Antigone de Sophocle par un appel à la sagesse et à la connaissance de nos limites. La prudence est de beaucoup la première condition de bonheur. Il ne faut jamais commettre d'impiété envers les dieux. Les orgueilleux voyaient leurs grands mots payés par le grand coup de sort. Ce n'est qu'avec les années qu'ils apprenaient la prudence. C'est en s'appuyant sur cette source tragique que Pierre Aubanc, l'un des grands spécialistes français d'Aristote, propose son interprétation. En dépit de toutes les interprétations modernes qui ont cru reconnaître l'invitation faite à l'homme de découvrir en lui-même le pouvoir de la réflexion, cette formule n'a jamais signifié autre chose jusqu'à Socrate que ceci, qui est tout différent, connaît ta portée, qui est limité, sache que tu es un mortel et non un Dieu. Le connais-toi toi-même ne nous invite pas à trouver en nous-mêmes le fondement de toute chose, mais nous rappelle au contraire à la conscience de notre finitude. Il est la formule la plus haute de la prudence grecque, c'est-à-dire de la sagesse de la limite. Je cite Pierre Aubanc, La prudence chez Aristote, page 166. On comprend mieux pourquoi connais-toi toi-même et rien de trop se trouvait côté à côté dans le temple de Delphes. Le connais-toi toi-même platonicien. Et deuxième point, héritier de cette interprétation tragique de mimétique, Platon lui-même a donné une centralité, une signification tout à fait nouvelle dans le Phèdre. Il fait dire à Socrate que la connaissance de soi est la première de connaissances à acquérir avant toute autre connaissance. Elle constitue ainsi ce qu'on appelle une propédétique, c'est-à-dire une préparation en vue d'études plus approfondies. Socrate critique ceux qui consument leur jour en de stériles études, alors même qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Quant à moi, je n'ai pas du tout de loisir pour ces recherches et la raison, mon ami, c'est que je n'ai pas pu encore me connaître moi-même, comme le commande l'inscription de Delphes, et qu'il me semble ridicule qu'il m'ignorait moi-même. Je cherche à connaître des choses étrangères. C'est pourquoi je laisse de côté toutes ces histoires et je m'en rapporte là-dessus à la croyance commune. Comme je le dis tout à l'heure, au lieu d'examiner ces phénomènes, que je m'examine moi-même, je veux savoir que si je suis un monstre plus compliqué, plus aveugle que Typhon, un géant puissant et violent qui défia Zeus, ou un être plus doux et plus simple qui tient de la nature une part de la lumière et de divinité. Je cite Platon, Phèdre, 230 AB. La référence à l'orgueil Typhon est peut-être le signe que Platon a encore à l'esprit l'appel tragique à la misère. Cependant, l'interrogation concernant
la possible part de lumière et de divinité qui se trouverait en l'homme nous indique la nouvelle voie qu'il a ouverte dans la tradition interprétative de connais-toi toi-même. Dans l'Alcibiade, un texte de Genèse entièrement consacré à la connaissance de soi et qui deviendra dans les écoles néo-platoniciennes romaines le premier ouvrage à lire pour les nouveaux étudiants. La maxime delphique trouve une interprétation renouvelée dans ce dialogue. Socrate aide Alcibiade, belle et jeune aristocrate envieux d'Athènes, à prendre conscience de l'entendu de son ignorance. Pris de court, celui-ci se demande alors par où commencer son éducation. Socrate lui répond: allons, homme de toute béatitude, écoute-moi, écoute l'inscription de Delphes et connais-toi toi-même comme quoi. C'est là l'objet de ton défi. S'ensuit une discussion serrée qui amène peu à peu à comprendre le sens de cette invitation à la connaissance de soi. Se connaître soi-même, ce n'est pas connaître son corps, ni le composé de son âme et de son corps, mais c'est connaître son âme seule, plus encore la connaître à travers la divinité qui est comme le miroir des faits de l'identité de nature et qu'elle partageait. C'est de l'essence divine, en effet, qui tienne le savoir et la pensée. Et quiconque y regarde et en connaît toute la divine substance, divinité et pensée, va également prendre de lui-même la connaissance la plus intense. C'est donc dans la divinité que nous regardons, est ainsi ce miroir dont la beauté surpasse tout le miroir humain nous servira à regarder dans l'excellent propre de l'esprit, si bien que nous aurons la plus intense vision, la plus exacte connaissance de nous-mêmes. Je cite Platon, Alcibiade, 133 BD. Platon propose ainsi une interprétation spirituelle de la maxime delphique. Se connaître soi-même, c'est prendre conscience du fait que l'on est une âme et non un corps, et que son âme a quelque chose de divin, ou de moins participe à ce qu'il y a de divin en ce monde. Cette interprétation platonicienne va nourrir une tradition riche, féconde, jusque dans l'Antiquité tardive, à la fois chez les stoïciens et dans le néo-platonicien et platonisme. Parmi de nombreux exemples, nous pouvons notamment citer deux textes. Oui, offre-toi, dit-il, et sache-le bien, ce n'est pas toi qui es mortel, mais ton corps, tu n'es pas en effet cet objet qui délimite dans l'espace ton apparence extérieure, c'est l'âme qui en chacun est le véritable être, et non cette chose figurée que l'on peut toucher de doigt. Corps. Sache donc que tu es un être divin. On peut t'appeler divin le principe qui vit en toi, qui est doué de sentiments de miroir, de prévision et qui dirige et gouverne le corps qui est lui soumis comme le premier de Dieu régit et gouverne le monde, et tout de même qu'un Dieu éternel, mais tenant un monde en partie périssable, une âme immortelle, mais un corps incapable de durer. Je cite Cicéron, Republica 6, le songe de Scipion. Qu'est-ce que le tyran ne pourra ni mettre dans le fer ni t'enlever? Ta volonté, c'est précisément la raison du précepte ancien connaît toi-même. Il fallait partout le Dieu d'exercer dans les petites choses, commencer par elles pour passer à de plus grands. La tête me fait mal, ne dis pas elle a. L'oreille me fait mal, ne dis pas elle a. Je ne prétends point qu'il n'était pas permis de pousser un gémissement, mais ne gémis pas dans ton fort intérieur. Si ton esclave est lent à ta portée,
te bandelette, n'écris pas, ne te mets pas hors de toi, ne dis pas tout le monde, mais qui en effet ne haïrait pas un appareil individu marche droit et libre, en mettant désormais ta confiance dans ces principes et non dans ta force corporelle. Je cite Épictète, Entretien 1, 18, 27. Il ne faut pas interpréter cette injonction de manière subjective. Avant de terminer, il est important de souligner que toute interprétation subjective et psychologiste de connais-toi toi-même, même en son sens platonicien, serait une erreur. Les modernes sont en effet facilement tentés d'interpréter les préceptes delphiques d'une manière personnelle, comme connaissance de soi individuelle, connaissance de notre histoire, de nos traits de caractère particulier. Apprendre à se connaître pourrait ainsi passer par une observation psychologique, une psychanalyse ou plus simplement une quête de nos souvenirs d'enfance, de notre passé, soucié de toutes les petites contingences qui le constituaient. Mais l'âme qui est l'objet de la connaissance de soi, selon Platon, n'est pas l'âme psychologique propre à chacun, mais une âme commune à tous les hommes. Une âme si abstraite et universelle qu'elle se rapproche de la divinité. C'est ce qui fait remarquer Jacques Branchwick dans un article consacré à l'allégorie de la caverne. Il y a moins, je cite Branchwick, page 170, Brunswick, né 1929, mouru 2010. Il y a au moins un aspect négatif commun à la recherche de l'Alcibiade en vue de soi véritable et celle de la République en vue de l'être véritable. C'est que ni l'un ni l'autre n'attribuent un quelconque rôle aux faits particuliers concernant les individus. Ces deux recherches sont des exercices de personnalité profondément modernes. Notons enfin à cette destination de philosophes débutants qui, après la lecture de cet article, se trouveraient enflammés d'un soudain désir d'introspection que Platon a changé de conception concernant la propédeutique la plus adaptée à l'éducation du philosophe. Dans la République, ce sont les mathématiques qui ont remplacé la connaissance de soi d'une formule l'autre que nul n'entre et s'il n'est géomètre a remplacé connais-toi toi-même plutôt que la contemplation impassible de l'âme, les exercices de géométrie que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Voilà notre intervention intitulée Connais-toi toi-même, que cela veut dire philosophiquement est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.